Bernard de Montréal, dans cette conférence du début du mois de novembre 1982, nous abordons le thème « Élu ou damné ». On se souvient de la fameuse formule de Jésus-Christ qui disait « Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ». Puis on se dit aussi « Qui est appelé? Et ceux qui ne sont pas appelés sont-ils damnés? » À notre époque, on a plus l'impression de se préoccuper si on va être élu, mais on oublie ce qui pourrait arriver si on était damné. Et dans cette formule, on se pose les questions « Élu pourquoi? Puis damné de quelle façon? » Ça répond à la raison même de l'être humain qui est sur la terre. D'où vient-il? Que fait-il? Où va-t-il? Alors, élu ou damné, ça signifie quoi? Bon. D'abord, pour situer cette phrase, il faut considérer l'humanité comme étant une collectivité qui est sujette à des cycles d'évolution. Et nous arrivons à la fin du XXe siècle, à la fin d'un cycle d'évolution, pour le début d'un autre. Et lorsque un cycle d'évolution se termine et qu'il donne naissance à un autre, il y a des hommes qui peuvent s'ajuster au nouveau et il y a des hommes qui ne sont pas capables de s'ajuster au nouveau. Alors, lorsque nous employons la forme symbolique des élus ou des damnés, nous employons une forme qui est un peu primitive, qui est parabolique, mais qui a un sens. Elle est primitive dans le sens qu'elle contient énormément d'émotions. Elle est parabolique dans un sens que toutes les données dans le passé qui étaient données par les initiés étaient toujours données d'une façon à soulever dans les masses une certaine humeur spirituelle. Mais si nous la regardons, cette phrase, dans le contexte de l'intelligence, de l'évolution philosophique du XXe siècle et dans le contexte de la pensée supramentale du XXIe siècle, à ce moment-là, nous réalisons qu'il y aura des hommes à la fin du cycle qui ne pourront pas supporter les changements brutaux apportés à la civilisation humaine pour l'élévation ou la construction d'une nouvelle base de civilisation. Et ces changements brutaux affecteront l'homme psychiquement, émotivement et inévitablement physiquement lorsque les conflits auront atteint leur maximum. Donc, à cause de l'inconscience de l'humanité, à cause de la fin de la civilisation, de la fin du cycle tel que nous le connaissons, il y aura des hommes qui seront obligés de subir ce que nous appelons la mort. Et il y aura des hommes, un très petit nombre d'hommes sur la planète, venant de différents pays du monde, qui ont atteint un niveau d'évolution suffisamment avancé pour pouvoir supporter le choc de cette transmutation, de ce nouveau cycle. Et en supportant le choc interne vibratoire de cette énergie, pourront transmuter sur les différents plans de leur être et ne pas connaître ce que nous appelons la mort telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc, ces êtres-là, ces hommes-là, ces femmes-là, ces enfants-là, seront ce que vous appelez les élus, et ils passeront à une dimension de vision qui n'est pas aujourd'hui possible à l'homme, une dimension qu'on peut appeler, si vous voulez, l'éther, permettant à ces individus de voir avec leurs yeux physiques dans l'invisible. Le choc créera un changement dans le cerveau, une mutation dans les neurones, et ces hommes pourront voir dans l'invisible, et voyant dans l'invisible comme ils voient dans la matière, ils pourront comprendre leur relation avec ce que dans le passé nous appelions, ou les initiés appelaient, le paradis terrestre, c'est-à-dire ce monde parallèle qui est habité par des entités qui ne sont pas soumises aux lois de la matière, qui ont le pouvoir sur la matière et qui peuvent à volonté se servir d'un corps matériel ou de le suspendre en lévitation pour travailler sur des plans qui sont beaucoup plus près
de la perfection et qui sont des plans de lumière au lieu des plans de ténèbres ou des plans qui sont assujettis aux lois matérielles des sens. En admettant que pour être élu, il faut être adapté au nouveau cycle, comment pouvait-il dire, il y a 2000 ans, beaucoup d'appelés, peu d'élus, beaucoup de damnés, il y a 2000 ans, on n'était pas prêt de passer à un nouveau cycle? Parce que les initiés, quand les initiés parlent, ils transposent de l'information sur le plan humain, ils ne pensent pas à ce qu'ils disent. Donc, ils sont des canaux, ils canalisent de l'information qui vient des plans parallèles. Et le temps que nous connaissons sur le plan matériel, qui est construit en fonction de nos sens, en fonction de nos pensées, en fonction de nos émotions, n'existe pas dans ces mondes-là. Donc, le présent, le passé, le futur existent déjà dans ces plans parallèles. Et s'il y a information transmise à une échelle inférieure de l'évolution, telle que sur le plan humain matériel, il est normal que des initiés ou de grands prophètes dans le passé disent l'avenir. Non pas qu'ils ne le connaissent, l'avenir, mais ils le disent. Comme Nostradamus, ce n'est pas qu'il connaissait l'avenir, mais il le disait. Il était canal. Donc, ces hommes-là ont parlé ainsi, et aujourd'hui, après un très grand nombre de siècles, nous voyons que les événements ou le contour des événements commence à se manifester de façon à se superimposer pas mal sur les grandes données ésotériques, initiatiques des temps passés. Lorsqu'on pense à élu ou damné, ou même qu'on parlerait, comme vous le dites, d'un nouveau cycle, il faut faire allusion à une entité intelligente quelconque qui laisse adhérer des êtres qui sont prêts, comme vous nous disiez. Automatiquement, on pense tout de suite à des entités qui sont pour le bien de l'humanité ou à des entités qui sont contre le bien de l'humanité, qui vont faire des choix, les chouchous de ces entités supérieures. Alors, y a-t-il effectivement derrière ce passage de cycle des puissances en activité qui auront à choisir des êtres? Oui. Il existe dans les mondes parallèles une dualité, une constante, un constant combat pour le pouvoir, comme il existe sur le plan matériel. Si nous pouvions nous arrêter un instant et réaliser que l'homme est esprit, que l'homme n'est pas simplement un organisme biologique complexe, qu'il est esprit et que cet esprit anime le matériel. Alors, si l'homme est esprit et qu'il a perdu contact avec les mondes parallèles à cause de ses sens, qui le coupent de ces mondes parallèles, il est évident que l'activité de l'homme sur la Terre, elle est le produit d'un combat entre certaines forces. Donc, sur la Terre, nous avons dans le langage commun le mal et le bien, comme nous avons dans le langage plus avancé des initiés la conscience des forces positives ou des forces négatives. Alors, dans le monde parallèle ou dans les univers parallèles, c'est la même chose. Il y a des intelligences qui travaillent à un certain niveau, il y a des intelligences qui travaillent à un autre niveau, mais le cosmos est divisé en deux, dans ce sens qu'il y a dans le cosmos des êtres qui sont affectés à certaines planètes invisibles, et ce sont ces êtres qui s'occupent de l'évolution, autrement dit de ce que nous pouvons appeler le bien. Et il y a des êtres qui ne sont pas affectés à des planètes invisibles, qui font partie des éthers entre les planètes, dans les espaces absolus entre les planètes, et ce qu'on peut appeler le monde astral, le monde de la mort, et ce sont ces êtres-là qui combattent contre l'homme et qui se servent de l'homme pour leur propre profit, mais à l'insu de l'homme parce que l'homme est ignorant de leur existence, et c'est ce qui crée le conflit entre le bien et le mal, c'est ce qui permettra que certains hommes aient accès à l'intelligence qui vient des planètes, mais qui ne vient jamais des espaces absolus entre les planètes. Et quand le Nazaréen parlait, est-ce qu'il parlait dans le but de transmettre une information qui venait d'une ou de l'autre de ces deux forces intelligentes? Lorsque le Nazaréen parlait en tant qu'initié, en tant qu'être en effusion sur le globe, il parlait en tant qu'esprit dans la science de son intelligence. Le Nazaréen n'avait pas besoin de demander à personne la réalité de ce qu'il disait, puisqu'il était en fusion d'esprit. Donc, étant en fusion d'esprit, son esprit étant planétaire pour le temps de l'incarnation, était lié
sur les plans invisibles avec un autre esprit qui fait partie de l'énergie cosmique. Et c'est de cet esprit universel qu'il retirait l'information sur le plan de son esprit planétaire pour transmettre à l'humanité le mandat de son infusion. Donc, il avait instantanément accès à la connaissance du principe dont il évoquait les bases, et il avait aussi amplement d'évolution derrière lui sur le plan expérimental galactique pour connaître et comprendre toutes les faiblesses de la nature humaine. Donc, il a été capable d'exposer dans un terme ou dans un principe qu'on appelle nous aujourd'hui l'amour, des conditions de vie futures, mais qui ne pourraient être comprises par l'homme que lorsque l'homme serait lui-même dans son propre esprit, ce qui viendra avec la fin du cycle et le début du nouveau. Cette fin de cycle et ce début de nouveau cycle est-il en relation étroite avec ce qu'on appelle la fin de la 5e race et le début de la 6e race? Oui, beaucoup de personnes, beaucoup d'initiés, beaucoup de médiums ou de gens qui étaient à certaines étapes ou à certaines échelles des mondes parallèles ont employé le terme de la 5e race versus le terme de la 6e race pour créer une catégorie d'évolution afin de faciliter la compréhension à l'homme que l'humanité, en tant que collectivité, doit passer par des cycles d'évolution, que ce soit la première, deuxième, troisième, quatrième, 5e race et 6e race. Et nous sommes arrivés aujourd'hui au cycle où la 6e race naîtra de la 5e, et pour naître de la 5e, elle devra détruire complètement les liens raciaux avec celle-ci afin de se libérer de l'astralité de la 5e pour entrer dans l'intelligence de la 6e. Autrement dit, l'homme de la 6e race devra perdre contact avec les éthers astraux de la 5e race pour entrer en contact avec les éthers mentaux de la 6e, qui sont les éthers planétaires et qui sont directement liés au Soleil. Dans les conférences passées, vous avez fait souvent allusion au fait que nous étions une sous-race. Quelle différence entre les sous-races et les races? Bon, il y a ce que nous pouvons appeler une race racine. La race qui vient sera une race racine, c'est-à-dire que ce sera la race mère, ce sera la race qui donnera naissance aux autres races. Et pour les prochains 2500 années approximativement, il y aura des sous-races qui naîtront de celle-ci, comme il y a eu des sous-races qui sont nées de la 5e à partir des Indes, comme il y a eu des sous-races qui sont nées de la race des Atlantes. Les Atlantes, l'Égypte originale, les Mayas, les Incas, ainsi de suite, ce sont des sous-races. Alors, les sous-races, le phénomène de la race est un phénomène qui est un peu comme le phénomène arboréal. C'est un arbre. Alors, l'arbre, il pousse, ensuite il y a des branches. Alors, la 6e race qui vient aujourd'hui, c'est une race racine, et de cette race racine pousseront d'autres races qui seront des sous-races, et éventuellement l'arbre devra mourir, et ensuite il y aura une nouvelle race racine, la 7e, qui sera la dernière. Dans les écoles ésotériques, j'ai rencontré plusieurs fois des gens qui se pensent ou qui pensent connaître un maître qui est déjà de la 6e race. Est-ce qu'il se peut que génétiquement, il y a des êtres humains sur la Terre présentement qui soient déjà des représentants de la 6e race? La représentation de la 6e race n'est pas une représentation génétique. La représentation de la 6e race est une race mentale. Ce n'est pas dans la formation génétique ou dans le code génétique que nous découvrirons la différenciation entre la 5e et la 6e. D'ailleurs, la 5e race aujourd'hui est arrivée à un niveau d'évolution matérielle très, très évolué. Le cerveau est parfaitement développé, le corps mental est prêt, l'atome du corps mental est prêt. L'atome du corps astral est totalement développé. Donc, l'homme de la 6e race ayant un atome mental développé pourra subir le choc vibratoire de l'énergie qui fera éclater cet atome et qui créera l'ouverture du pinéal et permettra à l'homme de la 5e race, qui sera suffisamment avancé en esprit pour appartenir à cette race nouvelle. C'est au niveau de l'esprit que se fera le choix. Ce n'est pas au niveau de la configuration des fonctions ou des constitutions génétiques. C'est un problème de mutation interne, ce n'est pas un problème de mutation externe. Y a-t-il donc des êtres humains aujourd'hui qui sont déjà des représentants de la 6e race? Oui, il y en a beaucoup. Beaucoup dans un sens, qu'il y en a plus qu'on s'imagine. On dit dans les milieux scientifiques que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Qu'est-ce que Bernard de Montréal pense de ça? Quand les scientifiques disent que nous utilisons seulement 10% de notre cerveau, ils veulent dire que l'atome central du plan mental de l'homme n'a pas éclaté, donc ce n'est pas le cerveau qui est le siège de l'intelligence.
Le cerveau, ce n'est qu'un outil, ce n'est qu'un apparatus ou un apparatchik physique qui reçoit l'énergie. C'est l'énergie qui va faire éclater le cerveau. Le cerveau, il est parfait. Il est parfaitement développé. Lorsque l'énergie passera, les neurones seront activés et l'homme se servira de plus en plus de son cerveau. Mais l'homme de la 6e race ne fonctionnera pas comme l'homme de la 5e. L'homme de la 5e se sert de son cerveau parce qu'il est obligé de se servir de la mémoire pour rendre actifs ses neurones. Tandis que l'homme de la 6e race ne se servira pas de la mémoire pour rendre actifs ses neurones. Ces neurones seront rendus actifs par une énergie qui est plus élevée que l'énergie planétaire astrale de l'homme. Donc, l'homme n'aura pas à passer par la mémoire de l'âme pour connaître. Il sera obligé de canaliser l'énergie qui vient des plans supérieurs en lui, et ceci deviendra sa puissance créative. L'homme n'aura pas besoin de penser pour savoir, il saura. Donc, le rationalisme n'existera plus. La formule expérimentale de la recherche sera mise de côté, elle sera totalement sans nécessité, parce que l'homme n'aura plus la faculté de penser. D'ailleurs, c'est la grande qualité de la 6e race versus la 5e, c'est que dans la 6e race, l'homme n'a pas besoin de penser, il dit. Les expériences faites au Vietnam ou précédemment par Hitler sur les cerveaux humains, justement en utilisant l'influx nerveux ou l'électricité pour essayer de développer des capacités du cerveau, avait-elle quelque chose en rapport avec le déblocage du cerveau? Oui, si les hommes font des recherches scientifiques au niveau du cerveau sans prendre conscience des lois vibratoires de l'énergie, à ce moment-là, ils vont débloquer des centres inférieurs chez l'homme, et ces centres inférieurs chez l'homme feront de l'homme des monstres. Ce qui se produit lorsque nous attaquons le cerveau, parce que le cerveau, c'est le computer central de l'activité humaine, mais l'homme n'est pas seulement dans le cerveau, l'homme est au niveau des chakras, ce sont les centres d'énergie qui réellement régissent l'énergie de l'homme. Le cerveau n'est que le siège où toutes ces énergies sont rendues, sont coordonnées pour qu'il y ait physicalité synthétisée dans l'humanité. Mais lorsque les scientifiques travaillent au niveau du cerveau et qu'ils font des altérations sur le plan du cerveau, ils ne réalisent pas qu'ils peuvent ouvrir des centres d'énergie inférieurs, soit dans la thyroïde, dans le pinéal ou ici. Et à ce moment-là, une fois ces centres ouverts, là, il peut se produire dans le cerveau une résurgence d'activité astrale et ces hommes peuvent devenir démoniaques ou ils peuvent devenir réellement des êtres dégueulasses. L'effet des drogues aussi. Bon, si nous prenons la drogue, c'est un exemple. La drogue, c'est un moindre mal. La drogue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre les centres psychiques de l'homme. Les jeunes des années 60 qui ont cherché, qui ont voulu se révolutionner contre le statu quo mondial sans mauvaise raison, ont voulu faire une expertise de leur pouvoir interne en passant par un synthétique. Et ce synthétique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert en eux des centres d'énergie psychique astraux. Je crois que les jeunes appelaient ça des mauvaises tripes ou des bad trips, ou quelque chose comme ça. Et ce tripage, autrement dit, qu'ils vivaient, les amenait souvent dans une expérience très, très dangereuse, très brûlante intérieurement, ou une expérience plus ou moins mystique qui leur donnait une allure encore plus fanatique que l'ancien religieux. Il fallait peut-être bénir ces drogues. C'est-à-dire que ces drogues sont le résultat de la manipulation de l'humanité, ce sont le résultat de la manipulation des forces astrales chez l'homme qui est inconscient. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas d'être très intelligent pour connaître toute la disposition éthique, si vous voulez, de la drogue. Regardez qui la manipule, qui la vend dans le monde. Ce ne sont pas des saints. Mais si ne sont pas des saints qui la vendent, ce sont des saints qui poussent de la vente. Alors, c'est intéressant comme phénomène. Hein? Si donc l'être qui retournera au paradis, qu'on appelait autrefois le paradis terrestre,
rétablira le contact avec des intelligences supérieures, doit déjà sentir en lui une mutation. Je vous demanderai dans un premier temps, de quelle façon se manifeste cette mutation? Cette mutation se manifeste dans un premier temps comme étant une sorte de très grand achalandage dans le mental. C'est comme si il se produit une surenchère d'activité, une très grande activité dans le mental. Beaucoup de pensées, beaucoup de travail dans le mental qui devient extrêmement épuisant pour l'homme qui est habitué à rechercher plutôt un mental calme. Et ce travail devient très, très ardu et ce qui se produit, c'est que cette énergie commence à entrer dans l'homme. Et c'est un peu comme si vous aviez une pièce avec beaucoup de meubles et que vous entrez, je sais pas moi, un gros animal dans cette pièce, il va bouleverser les meubles. Alors, c'est un peu la même chose. Cette énergie bouleverse le mental. Elle bouleverse le mental inférieur de l'homme. Et si l'homme est suffisamment évolué en esprit, il ne perdra pas contenance. Il n'aura pas l'impression de... Il pourra avoir l'impression peut-être de devenir fou, mais il saura quelque part en lui qu'il ne l'est pas. Et c'est le fait qu'il aura l'impression de devenir fou, parce que c'est normal quand on se fait chambranler comme ça tout d'un coup, mais il y a toujours une partie en soi très intelligente qui fait partie de notre esprit, qui n'est pas astral, qui est en communication directe avec ces énergies, qui nous fait réaliser que nous ne sommes pas fous. Et après un certain nombre de mois et d'années, ça s'ajuste, et le calme revient. Et l'homme commence à voir la différence entre son intelligence, son intellect qui est astralisé, et son esprit qui est de l'intelligence pure. Et avec le temps, les corps s'ajustent, l'homme s'habitue à dire des choses qu'il n'a jamais dit, il s'habitue à comprendre des choses qui ne sont pas compréhensibles au niveau de l'intellect, et il commence à réaliser que beaucoup de choses se comprennent, mais elles ne se comprennent pas par les voies normales de l'intellect. Elles se comprennent par les voies d'un autre niveau d'intelligence qui fait partie de la 6e race et qui sera aussi normal dans 100 ans qu'aujourd'hui notre plus grande activité cérébrale intellectualisée. Est-ce qu'on peut dire qu'il entend des voix intérieures? Oui. L'entente des voix intérieures fait partie de 2 mouvements. Le premier mouvement, d'abord, c'est que lorsque l'homme prend conscience de cette énergie, ou lorsque cette énergie rentre dans l'homme, elle passe par les couches astrales de l'homme. Et tout ce qui est astral, les entités qui sont dans les mondes parallèles astraux ne veulent pas que l'homme devienne intelligent. Elles veulent dominer l'homme. Donc, souvent, lorsque cette énergie commence à entrer chez l'homme, il commence à sentir des voix qui sont plus ou moins concordantes, plus ou moins intelligentes. Il y a toutes sortes de conneries, toutes sortes de niaiseries. Et ce qui est le plus fantastique, c'est que l'homme, à cause du fait que c'est sa première expérience, il a tendance à les croire. Et comme il a tendance à croire, il devient psychique. Et c'est très peu de temps après qu'il commence à s'apercevoir qu'il se fait réellement, je ne veux pas dire le mot, mais je veux le dire, il se fait enculer. Et après un certain temps, il s'ajuste, il devient un petit peu plus intelligent, il développe du discernement et éventuellement, il s'aperçoit du jeu et éventuellement, il entre dans son intelligence et lorsqu'il est dans son intelligence, il est plus influençable. Et c'est ça la mutation et ça prend un certain nombre d'années. Et les hommes sur le globe qui ont la vibration pour prendre cette énergie dans le mental passeront à travers des événements parce qu'ils le comprendront. Donc, les comprenants, ils ne souffriront pas dans l'émotion. Ils ne souffrant pas dans l'émotion, ils auront l'intelligence du sentiment au lieu d'avoir simplement l'émotion du sentiment. Et lorsqu'un homme est dans l'intelligence de son sentiment, il a parfaitement accès à son intelligence, et s'il a parfaitement accès à son intelligence, c'est cette intelligence qui le dirige dans sa vie. Éventuellement, il sort des situations les plus pénibles, et à la fin d'un cycle, naturellement, la situation n'étant pas facile à tous les niveaux, l'homme passe à travers ces conditions comme s'il n'était même pas affecté. Au début de la soirée, vous nous avez laissé entendre que l'homme du paradis avait le contrôle sur la matière. Devant les événements,
l'homme de la sixième race ou qui se sera adapté à cette nouvelle vocation de son cerveau puis de son être, sera-t-il capable d'épargner même son corps matière aux destructions de la matière ou des formes? L'homme, la mutation prend un certain temps. Et lorsque l'homme a commencé à muter, lorsque l'homme commence, autrement dit, lorsque l'esprit se libère de l'âme, si on veut transposer ça dans un domaine ésotérique, la mutation, c'est la libération de l'esprit de l'âme. Si vous prenez l'âme comme un œuf, le jaune d'œuf, c'est l'esprit, et le jaune, il faut qu'il sorte de l'œuf. Et lorsque ce mouvement a commencé, il vient un temps où la vibration de l'esprit est tellement puissante que l'homme a le pouvoir sur la matière. C'est un pouvoir normal. C'est automatique, ça fait partie de l'évolution. Mais avec cette différence que dans l'évolution, l'ego, autrement dit, le conflit entre l'esprit et l'âme qui est l'ego, n'existe plus. Alors, le conflit entre l'esprit et l'âme n'existant plus, l'ego n'est plus là pour rechercher le pouvoir. Le pouvoir fait partie de l'esprit de l'homme sur la matière. L'homme s'en sert selon les lois de son intelligence. Selon son intelligence, il n'y a plus rien de rattaché au pouvoir qui soit mystifiant. Le pouvoir fait partie de sa conscience naturelle, comme l'intelligence intellectuelle du 20e siècle faisait partie de la conscience naturelle de l'homme. Alors, il n'y a plus de contingence sur l'homme. L'homme commence à être maître de la nature et il commence à se créer une nouvelle civilisation. Sans parler là de pouvoir, est-ce que l'homme, devant les événements de destruction de la planète ou de la matière, bientôt, puisqu'on est à la fin du cycle, au début d'un nouveau cycle, sera effectivement capable de s'épargner cette destruction? Non. L'homme sera obligé de vivre la destruction du cycle. Lui aussi? Oui, parce que c'est très important de vivre pour l'homme la destruction du cycle, parce que en vivant la terreur de la fin, il pourra mesurer la capacité de son esprit sur ses émotions. Et c'est la mesure de son esprit sur ses émotions qui déterminera sa capacité de transcender ou de transmuter tout le matériel astral en lui et de voir à la destruction de la mémoire astrale en lui et de pouvoir commencer à comprendre les lois et les mystères de l'invisible. Donc, l'homme est obligé de vivre l'expérience de la fin de cycle et il le vivra. N'y aura-t-il pas quelques-uns d'épargnés? Le mot épargné n'est pas juste. Ceux qui ne souffriront pas de la fin du cycle, ce sont ceux qui auront été déjà suffisamment préparés avant la fin du cycle. Alors, ils seront déjà beaucoup plus près de la comprendre. Mais il y aura tellement de force, tellement de connaissances dans le monde, de nouvelles connaissances dans le monde, que les hommes, qu'ils soient de n'importe quel pays, sauront, reconnaîtront, comprendront, auront accès à cette information et automatiquement pourront percevoir pour la première fois que ce qu'ils ont toujours su, que ce qu'ils ont toujours perçu un peu très loin en eux, doit revenir à la surface et ils s'apercevront que cette connaissance fait partie de leur esprit et cette force en eux leur permettra de passer à travers les événements. Et quand vous dites passer à travers physiquement aussi? Je dis passer à travers physiquement. D'ailleurs, quand je dis passer à travers les événements, je dis passer à travers les événements physiquement. Oui. Ne serait-ce pas ceux-là qu'on appelle les élus? Ceux que vous appelez les élus sont ceux qui pourront vivre et dépasser les frontières de la mort matérielle. Et qui seront capables de voir dans l'invisible, et automatiquement, en voyant dans l'invisible, ils auront un taux vibratoire dans le cerveau qui leur permettra d'entrer en communication télépathique et d'être reconnus par ce que vous appelez, vous, des êtres venus d'ailleurs. Et ce sont ces êtres-là qui seront les premiers à aider l'homme à la construction de la planète qui sera totalement dévastée. Bon, on se comprend. Maintenant, l'autre côté de la médaille. Puisque vous nous avez dit qu'il y avait dans l'univers et dans le cosmos, dans les hautes hiérarchies, toujours une dualité et un combat et un tiraillement entre ces forces, les élus peuvent-ils être élus d'un clan, mais aussi il y a d'autres élus qui le seront par l'autre clan?
Si nous employons la formule des élus, c'est une formule qui a été exprimée par des êtres conscients. Donc, le concept d'élu n'appartient pas à ceux qui font partie des forces astrales retardataires de la planète. Il y a effectivement des êtres qui font partie des forces astrales négatives de la planète qui sont des êtres de magie ou des êtres de magie noire ou des êtres qui manipulent certaines forces, soit à leur insu ou consciemment. Mais après un certain temps, lorsque l'homme de la 6e race sera sur le globe, ces êtres-là, ou ces forces, ou les forces qu'ils engendrent dans le monde, ne pourront plus interférer sur cette race. Parce que ces hommes-là auront une forme ou une capacité de communication télépathique et ils pourront se rencontrer, ils se rencontreront et éventuellement, avec le temps, les pouvoirs accrus de leur conscience leur permettront de se nicher quelque part sur la planète et de se nicher dans un endroit qui sera totalement inattaquable. Ils deviendront intouchables, ces êtres-là. Et de cette race naîtra les autres. Et ce qui se passe aujourd'hui sur le globe, ou ce qui est contre cette race, ce qui est anti-homme, n'aura plus de pouvoir sur eux et éventuellement, ça s'éteindra avec les siècles. Parce qu'il faut considérer tout de même que toute la planète ne sera pas détruite et il faut considérer que les nations aujourd'hui doivent continuer à évolution. Il y a la Chine qui a un rôle extrêmement important vers les années 2030. Il y a l'Europe, il y a l'Amérique, il y a les pays d'Amérique du Sud, et ainsi de suite. Ces peuples doivent continuer à évoluer, mais il y aura une explosion sur le plan de l'évolution de ces nations à cause de la présence sur la Terre d'un nouveau noyau d'hommes qui auront le pouvoir d'entrer dans l'invisible, d'avoir communiqué avec l'invisible, de dématérialiser leur corps matériel, de téléporter leur corps double. Et ce sont ces hommes qui travailleront et qui influeront sur les gouvernements mondiaux et qui créeront une sorte de trajectoire pour l'évolution des cultures qui existent aujourd'hui afin qu'il se crée éventuellement sur la planète un gouvernement mondial. Vous venez de parler de trajectoire. Lorsqu'une flèche qui suit une trajectoire atteint sa cible, il y a d'abord une pointe qui entre dans la cible infiniment petite. Y a-t-il des hommes de la 6e race? Plus on recule dans le temps, moins ils sont nombreux, parce qu'ils sont à la fine pointe de la flèche qui arrive avec le cycle. Y a-t-il donc de ces hommes qui se manifestent sur la civilisation humaine depuis très longtemps? Ce n'est pas un phénomène depuis 15 ans, 20 ans. Y a-t-il eu toujours de ces êtres? Il y a toujours eu des initiés, il y a toujours eu des hommes qui avaient une influence occulte ou cachée, parce que les initiés en général ont une influence cachée sur l'humanité. Et ces hommes sont des esprits évolués qui peuvent appartenir à la 5e ou à la 4e ou à la 6e ou à la 7e race. Lorsque nous parlons d'un homme conscientisé, le terme de la 5e race, 6e race a un peu d'importance. Nous parlons de 5e race et 6e race simplement pour montrer qu'il y a effectivement bientôt une séparation dans l'esprit de l'homme, qu'il y a sur la terre des hommes qui reconnaîtront des choses que d'autres hommes ne pourront pas reconnaître. Et c'est ça, la 6e race. Alors, il y a eu toujours des hommes dans le passé qui ont pu reconnaître des choses qui commenceront à être reconnues bientôt par les hommes de la 5e. Ces êtres pourraient-ils être confondus à ce qu'on appelle les guides de lumière ou les êtres qui font partie d'une école de lumière qui est en relation déjà avec les autres plans et avec les civilisations d'outre-espace et se manifestent ici dans un gouvernement évidemment occulte, invisible comme vous nous le dites, et qui rentre en relation avec certains organismes ou certaines personnes ou certains groupes de personnes? Ça dépend. Ça dépend comment vous employez le terme guide de lumière. Tout ce qui est dans l'invisible est lumière. Alors, que vous soyez dans l'astral, c'est lumineux, mais c'est une lumière qui est différente. Une personne, par exemple, qui regarderait dans la foule ici avec d'autres yeux, verrait qu'il y a des hommes qui n'ont pas de luminosité. Ils ont simplement une coque d'énergie, un aura d'énergie. Ils sont comme des morts vivants. Et ensuite, il y en aura d'autres qui auront de la lumière près des yeux, dans cette région-là. Alors, si nous parlons de lumière, dans le sens strict du terme, nous devons parler de ces êtres qui ont de l'esprit.
Alors, un homme qui a de l'esprit a automatiquement de la lumière. Un homme qui est en communication avec des intelligences à cause de son pouvoir d'esprit, automatiquement est en contact avec d'autres êtres de lumière. Donc, les êtres de lumière ne sont pas seulement les êtres qui sont dans l'invisible. Il y a des êtres de lumière sur la terre, mais nous ne voyons pas leur lumière, parce que nous n'avons pas les yeux pour voir. Donc, il faut comprendre que lorsque nous employons le terme générique d'être de lumière, et il faut le comprendre bien parce qu'il y a des êtres qui sont lumineux, qui ont une certaine luminosité dans l'astral et qui ne sont pas des êtres en évolution, c'est-à-dire que ce ne sont pas des êtres qui travaillent pour l'homme. Ce sont des êtres défunts, ce sont des êtres qui veulent retourner à la matière. Souvent même, ce sont des maîtres qui ont encore des choses à apprendre et ce sont des êtres qui font un certain travail qui peut être bon ou qui peut être retardataire selon leur niveau d'évolution. Ce que l'homme a de besoin de réaliser lorsqu'il parle des êtres de lumière, c'est que lui-même doit être lumière. Si l'homme est lumière, il sera en contact avec des êtres de lumière. S'il n'est pas lumière, s'il est simplement astralité, à ce moment-là, il sera en contact avec des êtres qui sont aussi astralité, qui pour lui seront lumière. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça la différence. Un homme qui est lumière, qui a son esprit, est libre de l'astralité en lui, il est libre de l'astralité du monde, il peut voir à travers l'astralité du monde, à travers ce que vous appelez le mensonge cosmique, et à ce moment-là, il peut être en communication avec des êtres de lumière, mais non pas d'une façon diminutive, non pas dans un sens de domination. Les êtres de lumière ne dominent pas l'esprit de l'homme. Ils sont là pour canaliser vers lui, à travers le soleil, une énergie qui le sert sur le plan matériel. Lorsqu'il change de plan, qu'il retourne à ses sphères, à ce moment-là, il est comme eux. Tandis que les êtres qui sont dans des dimensions lumineuses, qui est l'astral, et certaines de ces dimensions sont très, très lumineuses, mais ce n'est pas la même lumière. Ces êtres-là ont tendance à dominer l'homme. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Moi, je connais un homme qui se fait dire dans sa tête, parce qu'il entend dans sa tête, qu'il est en communication avec le Christ. Alors, qu'est-ce qui se produit? Il se produit chez lui un sentiment spirituel très, très développé, même fanatisant. Donc, il perd son esprit et il n'a conscience que de la communication avec un monde parallèle qui est astral. Et n'ayant pas son esprit encore, il n'est pas capable de voir à travers le jeu. C'est facile quand une entité dans l'astral vous dit que c'est le Christ qui vous parle. Vous n'êtes pas là pour voir si c'est ça. Hein? Ou c'est Saint Jean-Baptiste, ou c'est la Sainte Vierge. Et la première chose que nous nous apercevons, c'est que tout partout dans le monde, il y a des Saint Jean-Baptiste qui parlent à tout le monde, des Vierges qui parlent à tout le monde, et des Christ qui se promènent partout. Et à un certain moment, là, il y a un éclatement. C'est qu'on s'aperçoit que le Christ a dit au type, mais va donc quelque part dans le monde détruire les peintures au Vatican. Ah, là, si le Christ vous dit de détruire les peintures au Vatican, vous êtes mieux de checker sa carte d'identité. Vous comprenez? Ah, c'est ça le problème de l'esprit. Et l'homme doit toucher à son esprit, et c'est ce qui se produit présentement, c'est qu'il y a une vibration tellement forte dans le monde qu'elle fait vibrer l'esprit de l'homme. Et comme l'esprit de l'homme est enrobé d'astralité, naturellement, au début, il a l'impression de devenir fou, mais si son esprit est suffisamment fort, il passera à travers et un jour, il verra l'illusion. En dehors des jeux de l'esprit, comme la fourmi ne se rend pas compte de l'homme qui l'observe en laboratoire, comme c'est toujours celui d'en dessous qui ne se rend pas compte de celui qui est au-dessus, encore faut-il qu'il se retourne la tête vers en haut pour voir ce qui vient d'en haut. Ces êtres qui sont déjà de la sixième race, ou ces êtres qui ne sont pas prisonniers ni du temps ni de l'espace, ces êtres, ce sont eux qui observent l'humanité, ce sont eux qui choisissent ceux avec lesquels ils veulent bien entrer en communication. Oui, parce que lorsqu'un esprit est incorporé dans une matière, il a besoin d'être alimenté. Alors, pour que l'esprit de l'homme soit alimenté, il faut qu'il soit donné de l'information. Qu'est-ce que c'est de la connaissance?
Qu'est-ce que c'est de l'intelligence? C'est le passage du courant de ces entités qui sont dans des planètes très évoluées à travers le système solaire qui vient vers l'homme. Donc l'homme reçoit et l'homme crée. Si l'homme ne recevait pas de ces intelligences, il ne pourrait pas créer parce qu'il ne se produirait rien. Il faut que l'homme soit allumé. Alors l'homme, pour le moment où pendant l'évolution, n'était pas allumé, il fonctionnait en termes de sa mémoire. Il allait chercher dans sa mémoire le matériel. Donc il a créé une civilisation progressive, mais il n'a pas créé une civilisation créative. Et lorsque l'homme va entrer en contact, lorsque l'homme va prendre conscience de son esprit, il va développer son identité, il va entrer dans son intelligence, et ce courant qui part de ses plans à travers le soleil vers l'homme, vers la terre, va alimenter l'homme, et il se fera une plus grande fusion, et un jour, la fusion entre l'esprit de l'homme et ses êtres sera totale. Et à ce moment-là, l'homme sera capable de transmuter complètement sa matière. Beaucoup d'appelés et quelques élus. Oui. Oui, c'est normal. Beaucoup d'appelés parce que tous les hommes sont en évolution, tous les hommes vont vers l'intelligence au cours des siècles, au cours des millénaires. Mais tous les hommes ne peuvent pas être dans cette même expérience dans un même temps parce que tous les hommes n'ont pas le même stage d'évolution. Il y a des hommes qui, aujourd'hui, sont prêts pour cette expérience. Il y en a d'autres hommes qui le seront dans 300 ans, dans 400 ans, et ainsi de suite. C'est normal. Vous nous avez dit tantôt que ce n'est pas tout le monde qui a de la lumière, c'est pas tout le monde qui, dans l'exemple dans la salle, a une lumière en lui. L'esprit est allumé, comme vous disiez tantôt. Donc, Oui. ce n'est pas tous les hommes qui sont appelés. Non, parce que pas tous les hommes ont un esprit suffisamment vibrant pour que la lumière de l'esprit transperce la lumière astrale. Donc, si vous les regardez, ces hommes, vous voyez simplement une coque. Simplement une coque. Ce sont comme des morts vivants. Et lorsqu'il y a de l'esprit, vous le voyez ici. Lorsqu'il y a beaucoup d'esprit, ça peut aller totalement autour du corps. Donc, ce sont ceux-là qui sont appelés. Ce sont ces hommes qui seront appelés et ce sont ces hommes qui seront perçus dans les éthers par les intelligences et c'est là que la connexion se fait. On va retourner en arrière un peu en se demandant, mais dans quelles conditions vit celui qui n'est pas allumé, celui qui n'est pas même appelé? Comment sent-il qu'il n'est pas appelé? D'abord, est-ce qu'il le ressent? On ne souffre pas de ce qu'on ne connaît pas. Si vous allez en Afrique aujourd'hui, que vous dites aux Swahili que vous avez une belle télévision à la maison, que vous allez manger au restaurant au 36e étage, il va penser que vous êtes fou. Il est bien, lui, avec ses marmites, ses bébites. Pourtant, vous nous disiez tantôt que pour passer les événements, on va les passer sans souffrir quand on est conscient. Mais alors, si on ne sait pas, on ne souffrira pas, vous nous dites tantôt. Mais ce sont les êtres qui vont souffrir, dans le fond. Il y a deux sortes de souffrances. Il y a la souffrance inconsciente, il y a la souffrance consciente. Les hommes qui se conscientisent dans le monde aujourd'hui souffrent une souffrance consciente, et cette souffrance-là, c'est cette souffrance-là qui crée la transmutation des corps, qui les prépare vibratoirement à la déchirure du voile entre l'astral et l'esprit, leur intelligence. Les hommes, l'humanité en général, peut souffrir. Le type qui a 5 enfants aujourd'hui qui perd sa job, il souffre, mais c'est une souffrance psychologique, c'est une souffrance qui est totalement subjective, ce n'est pas une souffrance objective, ce n'est pas une souffrance qui est le produit d'un contact avec des intelligences. C'est une souffrance de tous les jours, et si le climat économique demain se rétablit, il va être content, il va être heureux, et ainsi de suite. Bon. Maintenant, dans les appelés, dans les élus, il y a ceux qui vont aller vers la lumière, vers les plans de l'éther. On parle d'un antéchrist qui va aussi marquer au front ou quelque part les hommes d'un 666. Ils auront le signe dans la main. Ils seront eux aussi élus. Les élus sont pour le bien et les élus sont pour le mal. Non, ça c'est de la morale. Le mot élu, ce sont des mots qu'il faut éliminer du vocabulaire humain. Tous les mots qu'on emploie, les élus, aussitôt qu'on parle d'élus, les orteils nous tournent dans les pieds, aussitôt qu'on parle de péché, l'antéchrist, les cheveux nous rejettent sur la tête. Ce sont des mots, nous sommes prisonniers des mots, les hommes. Hein. Il y a des êtres qui se conscientiseront, c'est-à-dire qu'il y a des êtres qui deviendront conscients, c'est-à-dire qu'ils prendront contact
au niveau de leur esprit avec des esprits qui sont dans l'invisible. Autrement dit, il y aura des hommes qui auront le pouvoir de communiquer télépathiquement avec les plans. Il y aura des hommes qui auront le pouvoir de voir dans l'invisible comme ils voient dans la matière. Ce sont ce que vous appelez, vous, des élus. Bon, si vous leur dites à eux autres qu'ils sont élus, on va dire, bon, si tu penses que je t'ai élu, tant mieux. T'sais, ça, c'est de votre affaire. Ils ne sont pas intéressés, ces hommes-là, à être élus. Comprends-tu? Ils sont intéressés simplement à faire ce qu'ils ont à faire sur le plan matériel. Alors, le mot élu, c'est un concept moral, religieux, mystique, patati patata, qui fait partie de toute la bouillabaisse spirituelle des 2 derniers millénaires, qui a énervé tout le monde, qui énerve encore plus. Là, il y a les témoins de Jéhovah, là, qui sont des élus. Puis ensuite, il va y en avoir un autre bunch qui vont être des élus. Puis, c'est évident que si vous appartenez à une église, vous êtes élu, sans ça, vous n'y iriez pas. Les gens ne sont pas assez fous. Hein. C'est normal qu'un type qui devient témoin de Jéhovah, que ce soit lui qui est élu. Il ne faut pas les réprimander pour ça, c'est normal. Puis si vous êtes un monisme, vous êtes élu aussi. Puis si vous êtes un autre, mais vous êtes élu. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'élection est individuelle. En attendant, moi, c'est un party. On cherche en rond. Alors, s'il y a une dualité dans le domaine de l'éther, cette dualité-là cherche aussi, de part et d'autre, à gagner des adeptes dans leurs églises, que ce soit ceux... L'astral travaille de cette façon, l'intelligence, non. Parce que l'homme ne peut pas avoir accès à de l'intelligence sans qu'il soit totalement individualisé. Ce qu'il y a de plus merveilleux dans le domaine de l'intelligence, de la nouvelle race, de la conscience supramentale, c'est que l'homme est individualisé, qu'il a sa propre identité. Il peut travailler, il peut construire avec des hommes, mais il n'y a plus de domination collective. La différence entre l'astral, ou autrement dit, la différence dans cette polarité entre les forces de l'intelligence et les forces de l'astral, c'est que dans le domaine de l'astral, tout est domination, tout est imposé, tout est croyance. Tandis que dans le domaine de l'intelligence, ça n'existe pas, ça. Parce qu'un homme qui est dans l'intelligence, il est dans l'intelligence. Autrement dit, il est intelligent. Et si on est intelligent, on devient de plus en plus individuel. On découvre notre propre identité. Parce que l'esprit de l'homme, c'est une force créative. Et lorsque l'esprit de l'homme est libre de l'astralité, à ce moment, il devient une force créative. Et à ce moment-là, il n'y a plus de domination, il n'y a plus de secte, il n'y a plus d'appartenance, il n'y a plus de maître, il n'y a plus rien. C'est l'homme créatif, individualisé, qui sait reconnaître les illusions de la forme, qui a le discernement dans son intelligence et qui est capable de créer avec son énergie, ainsi de suite, selon son niveau d'évolution. Depuis quelque temps, ici dans la province de Québec, je rencontre de plus en plus de gens qui me disent, quand je leur parle, ils s'arrêtent, ils regardent au ciel ou je ne sais pas trop où, ils me disent « samedi, telle affaire ». Je leur pose une question, attends une minute, je vais attendre qu'ils me répondent. Ah, OK, j'ai la réponse. Ils me donnent leur réponse. Ces êtres-là me semblent manipulés et pas intelligents puisque ce n'est qu'un canal par lequel d'autres parlent. Ils ne sont pas libres, ils sont dominés par les autres qui se servent d'eux pour parler. Je vous ai dit au début de la conversation que lorsque l'esprit commence à éclater dans l'homme, lorsque l'œuf commence à vouloir sortir du blanc, le jaune commence à sortir du blanc, à ce moment-là, il y a une grande activité dans le mental. Et lorsqu'un être commence à vous dire, ça me dit qu'il est déjà en voie d'évolution vers l'intelligence, mais ce n'est pas fini. S'il se prend au sérieux, là, il n'est pas intelligent. Avec son expérience, il apprendra à ne pas tout croire ce qui se passe dans la tête. Et éventuellement, il n'aura plus besoin de dire « ça me dit que ». Il dira que. Il y aura une plus grande fusion entre l'intelligence et son esprit. Alors, cette période-là, elle fait partie de la mutation. Tous les hommes de la 6e race la connaîtront, cette période-là. Tous les hommes qui iront vers la 6e race seront à un certain stage obligés d'écouter dans leur tête parce que la pensée devient beaucoup plus objective. Et comme la pensée est beaucoup plus objective, à ce moment-là, il y a communication entre souvent des très hauts plans de l'astral qui préparent l'homme à l'éventualité d'une communication télépathique avec l'intelligence. Mais tant que ce travail n'est pas fini, il y a
une superimposition d'une intelligence sur un plan astral qui, si le cas est heureux, est une intelligence créative, parce qu'il y a des gens, des êtres dans l'astral qui sont des êtres évolués. Les maîtres, ce que vous appelez les guides spirituels, ce sont des êtres qui aident l'homme, et l'homme peut communiquer avec eux. Mais ces êtres-là travaillent avec l'homme selon des lois qu'eux connaissent et que l'homme n'a pas encore découvertes. Donc, dans son expérience, l'homme apprend à découvrir que une des lois fondamentales de l'intelligence ou de l'évolution de l'homme vers l'intelligence, c'est d'en arriver à ne pas croire ce qu'il reçoit, mais simplement de savoir que ce qu'il reçoit est précis. Et pour savoir que ce qu'il reçoit est précis, il faut qu'il ait la vibration. C'est-à-dire qu'il faut que son mental soit très bien ajusté à cette énergie, et ensuite tout va de soi. Se pourrait-il que la période de transition où ils vont dire « ça me dit que… » Attends qu'il me donne la réponse. Cette période de transition s'apparenterait à la période d'inadaptation à quelqu'un qui est au début de l'alcoolisme ou quand il goûte à ça, ça goûte mauvais, mais il s'adapte. Ou quelqu'un qui commence à goûter de la drogue, dans les premiers temps, c'est des expériences qui le choquent, qui le font souffrir. Mais dans le domaine du supramental dont vous nous parlez, il y a une courte période de temps où on s'aperçoit que la personne doit s'adapter à la manipulation qu'il va subir par la suite de façon beaucoup plus naturelle, sans avoir à manifester cette inadaptation qui est dans le fond le fusible qu'on empêche de sauter en lui disant « Oui, je te le dis, mais arrête de dire que je te le dis. » Pense-le par toi-même, à l'avenir, il ne faudra plus que tu passes par l'intermédiaire. Oui. C'est un phénomène de l'ego, ça. Comme l'homme a de l'ego, autrement dit, l'ego n'est pas encore ajusté, n'est pas totalement… il y a encore beaucoup d'astralité. Alors, c'est très difficile pour un homme de recevoir de l'information des autres plans et de se l'accaparer comme si ça venait de lui. Parce que pour pouvoir accaparer de l'information qui vient d'un autre plan vers soi, sans que l'ego vibre, il faut que beaucoup de travail ait été fait. Alors, comme l'ego est encore vibrant, comme l'ego est encore égocentrique, comme il y a encore de l'égocentricité dans l'homme, à cause de sa grande spiritualité, parce que ces hommes-là ont une très grande spiritualité, vont dire « ça me dit que ». C'est très difficile à l'ego de dire, finalement, par lui-même. Il est obligé de dire, ça me dit que. Et lorsqu'il a suffisamment souffert, l'ego, lorsque la dualité est suffisamment détruite, lorsque le conflit entre l'esprit et l'astral est éliminé, l'homme dit, il n'a plus à dire, ça me dit que. Mais le phénomène de ça me dit que est toujours là, parce que la communication, elle est toujours là. Ça part des plans, ça passe par le soleil, ça entre dans l'homme. Donc, l'homme est toujours récepteur. L'intelligence, c'est un phénomène de réception. Mais lorsque l'ego est ajusté, l'homme n'a pas besoin toujours d'invoquer la source. Il est attaché à la source, il fait partie de la source. Il y a unification entre lui et la source. Donc, l'homme dit, c'est final. Mais il faut que l'ego soit ajusté. Sinon, l'homme se sentirait orgueilleux, il se sentirait mal à l'aise dans sa peau. C'est un phénomène psychologique normal. L'énergie qui passe par les étoiles, par le Soleil qui est une étoile plus proche de la Terre, cette énergie qui vient des plans très supérieurs vibratoires, est amenée par ce qu'on appelle Lucifer, le porteur de lumière. Non, la fonction de Lucifer a été de créer des matières denses pour que puissent éventuellement évoluer sur le plan matériel ce que nous appelons des hommes. C'est une question très intéressante, ça, parce que je vais la répondre dans un autre contexte. Il y a deux sortes de lumière dans le cosmos. Il y a la lumière de l'intelligence et il y a la lumière de l'absolu. La lumière de l'intelligence est une lumière qui fait partie de l'absolu, mais qui est coordonnée par toutes les planètes ensemble. C'est-à-dire qu'il y a dans le cosmos un son. Et toutes les planètes, si l'homme était capable de sortir de son corps matériel, il pourrait écouter le son de toutes ces planètes-là. Et le son de toutes les planètes, c'est le bruit que fait la lumière quand elle passe dans les éthers absolus. Et ce son fait partie de la conscience
qu'a utilisé ce que nous appelons les forces lucifériennes pour créer l'atome matériel. Et si l'homme était capable de sortir de son corps matériel et d'entrer dans la conscience de l'atome, il entendrait encore le son, parce que dans un atome, il y a un son. Et c'est là qu'il y a une différence entre la lumière luciférienne et la lumière de l'intelligence. La lumière luciférienne, c'est une lumière qui n'appartient pas à l'absolu. C'est une lumière qui est le produit de la condensation inévitable de toute la réaction sonore et lumineuse dans le cosmos, dans les espaces absolus, pour que, éventuellement, puisse se propager dans tous les espaces absolus, suffisamment de feu pour que, éventuellement, suffisamment d'atomes puissent être créés afin de donner la possibilité d'introduire dans ces espaces absolus des matières solides que nous avons, qui sont devenues au cours des éons des planètes. Donc, si nous parlons de l'intelligence, de la lumière, nous devons considérer la lumière comme étant une énergie qui est indifférenciée, tandis que la lumière luciférienne, elle est différenciée. Et la lumière qu'utilisera l'homme de la 6e et de la 7e race, l'homme jupitérien et ainsi de suite, cette lumière qu'utilisera l'homme sera indifférenciée et elle sera différenciée par lui. Donc, l'activité luciférienne cesse lorsque l'homme lui-même devient capable de différencier la lumière. Et ceci se produira avec la nouvelle évolution. C'est pour ça que nous disons que l'homme sera maître de la nature. Mais pour que l'homme devienne ou ait accès à cette maîtrise de la nature, il a fallu que l'homme soit. Donc, il a fallu que des planètes soient. Donc, il a fallu que la relation parfaite entre la lumière et le son soit maintenue par des forces, par des intelligences que nous appelons lucifériennes. Mais c'est très important pour l'homme de comprendre que de l'intelligence, c'est une énergie indifférenciée qui devient différenciée seulement quand l'homme est dans son esprit et qu'il est capable de la manipuler. C'est pourquoi, si nous revenons à ce que vous disiez il y a une minute, tant que l'homme sera obligé de dire « ça me dit que », il ne sera pas capable de différencier l'énergie. Il sera simplement capable de recevoir l'énergie de la forme. Et la forme sera déjà contenue dans l'astralité de sa conscience, donc elle n'aura aucun pouvoir sur la matière. Lorsque l'homme ne sera plus capable de dire, de se diviser en deux, ou de perdre son identité, ou d'être obligé de se rapprocher sentimentalement, émotivement, astralement de l'absolu pour prendre cette énergie, il pourra canaliser cette énergie, la faire venir vers lui, la transmuter dans la matière et créer un nouveau domaine qui sera post-luciférique. Et la nouvelle civilisation sera post-luciférienne, c'est-à-dire que la nouvelle civilisation sera créée par l'homme, les conditions occultes invisibles de cette civilisation seront créées par l'homme et elles seront totalement libres des influences lucifériennes. C'est pourquoi d'ailleurs que l'homme aura le pouvoir sur la gravité. Son corps sera totalement libre de la gravité parce que la gravité est la façon dont se sont servies les forces lucifériennes pour maintenir dans la conscience atomique suffisamment de présence lumineuse pour que les atomes s'attachant ensemble créent une cohésion qui est devenue les systèmes planétaires. Si nous regardons, par exemple, la structure maléfique du Soleil et que nous regardons la structure magnifique de la planète Terre, pour prendre simplement ces deux éléments, nous reconnaissons que ce qui est dans le Soleil et qui est maléfique, c'est tout ce qui est en dehors de son corps, ce que les Anglais appellent le core. Le centre du Soleil, le centre phlégistonique du Soleil n'est pas soumis aux lois de la gravité. C'est-à-dire que le centre du Soleil est un centre d'énergie indifférencié qui est fait d'esprit. Et ce qui est autour du Soleil, sa croûte, qui éclate à tous les 11 années, en feu, est sous le contrôle de ses forces. Les éclatements du Soleil à tous les 11 ans sont le produit de la sortie de ces énergies spirituelles du Soleil, et la croûte du Soleil, elle est luciférienne. Et lorsque l'homme sera suffisamment dans son état et qu'il pourra voyager et aller en esprit sur le Soleil, il verra que sur le Soleil, il existe des bandes d'énergie qui sont tellement denses que ce sont ces bandes d'énergie qui donnent au Soleil
son très grand volume. Le Soleil, dans le fond, est très, très, très petit et très condensé. Et la raison pour laquelle le Soleil a un si grand volume, c'était justement pour permettre qu'il y ait équilibre au niveau des forces gravitaires qui font partie du domaine luciférien. Mais les intelligences, l'esprit du Soleil a un très, très petit diamètre et il est très, très condensé, mais sa puissance est tellement grande qu'elle empêche le Soleil d'absorber les planètes. Ce sont ces forces-là qui empêchent le Soleil d'absorber les planètes. C'est pourquoi les forces centrifuges sont créées par l'intelligence et les forces centripètes créées par les forces lucifériennes. Merci Bernard pour la première